avec nous Simon Gouin, qui est journaliste et qui a beaucoup travaillé sur cette question en Normandie. Simon il a travaillé longtemps pour le site Basta et aujourd'hui il anime un média qui s'appelle Grand Format, un média normand, dans lequel cette enquête a d'abord été publiée sous forme de texte, puis elle a été enrichie, modifiée pour donner naissance à la bande dessinée dont vous allez voir quelques extraits ici et dont on doit le dessin et la mise en scène dessinée à Jean Crémer. Jean Crémer qui est auteur de bande dessinée, qui a publié, tu me corriges si je me trompe, mais 2 bandes dessinées jusqu'à présent, Vague de froid et Le Grand Large, titre qui le prédestinait à travailler sur ce sujet. Et puis, tu as un lien particulier avec le festival Quai des Bulles, puisque tu as été pris jeune talent en 2020, je crois, de ce festival. Et on a avec nous Camille Bess, qui est dessinatrice de presse, qui travaille pour plein de médias nationaux comme Cosette, Marianne, L'Humanité Dimanche, Reporter et plein d'autres, et qui va se moquer de nous pendant tous, de nous intervenants, mais peut-être de nous collectivement humains qui sommes confrontés à cette problématique de montée des eaux sur le littoral. Et moi, je suis Amélie Mouget, je suis rédactrice en chef de la revue dessinée. Je ne sais pas si vous connaissez, mais donc c'est dans la revue qu'a été publié le sujet dont je vous parle, et c'est ce trimestriel qui existe depuis un peu plus de 10 ans maintenant, et on fait du journalisme en bande dessinée. Bon, j'ai déjà trop parlé, donc je vais passer la parole à mes camarades avec cette première question. On a intitulé la conférence « Quand la mer monte ». Simon, la mer monte vraiment, et dans quelle proportion, quel constat peut-on faire aujourd'hui? Est-ce qu'on est dans de la prospective? Est-ce qu'on parle de projection à court moyen terme, ou est-ce que la mer monte déjà aujourd'hui? Oui, merci Mélie. La mer monte déjà et le phénomène s'accélère. En fait, il y a des rapports du GIEC qui sont constants, et à chaque fois qu'un nouveau rapport sort, la vitesse de la montée des eaux a augmenté. Donc ça s'accélère. Ça s'est multiplié par 20 en fait depuis les années 2000, enfin depuis les 2000 années précédentes. Donc les projections aujourd'hui, alors en fonction des études, ça varie beaucoup ces chiffres-là, mais aujourd'hui on dit que peut-être qu'en 2100 il y aura 1 mètre de plus par rapport au début du XXe siècle de montée des eaux. Parfois on entend des chiffres un peu plus faibles, parfois c'est beaucoup plus haut. C'est compliqué à évaluer, mais en tout cas, on va sur ces projections. Alors 1 mètre, on se dit, c'est pas énorme, ça paraît pas beaucoup comme ça, mais ça peut avoir quand même des impacts très forts. Et alors c'est un sujet qui a toute sa pertinence ici à Saint-Malo, parce que la mer est au Palais du Grand Large, elle est à côté de nous. Et ce que tu dis sur le GIEC qui revoit ses prévisions à la hausse régulièrement, ça a lieu aussi à l'échelle locale. Je crois qu'ici le plan d'adaptation était prévu pour 2027, puis en fait on l'a rapatrié en 2024 parce que les choses allaient plus vite que prévu. Est-ce qu'on est déjà pris de court, pris de vitesse par ce phénomène? J'ai l'impression, après avoir fait ce travail, qu'en effet, il y a beaucoup de territoires qui lancent des réflexions et essaient de passer à l'action en fait, pour anticiper ce qui va se passer. C'est très compliqué parce qu'on est obligé d'anticiper sur du temps long, et donc c'est pas le temps politique en fait, de l'action politique souvent. Il y a beaucoup de territoires. Alors moi j'ai plutôt travaillé sur la Normandie, mais je sais que en Gironde, dans le Pays Basque, et évidemment la Bretagne aussi est concernée, mais il y a beaucoup de territoires qui tentent de se projeter comme ça sur quelques années, et de dire qu'est-ce qu'on peut faire dès maintenant face à ces risques. Voilà, c'est un défi en fait collectif dont on va parler un petit peu plus tard.
Et tu disais les ordres de grandeur, c'est 1 mètre d'ici à la fin du siècle, enfin, plus ou moins selon la vitesse, selon le nombre de particules qu'on met dans l'atmosphère dans les années qui viennent. En fait, à l'échelle d'une année, c'est pas tant, c'est quelques millimètres. Je crois, ici à Saint-Malo, 4 millimètres par an ces 10 dernières années. Comment, quand on est dessinateur, on représente quelques millimètres d'eau en plus dans la mer? Comment on fait pour montrer ce qui est de l'ordre de l'épaisseur du trait? Par la métaphore. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aime faire. J'avais pris l'exemple je pense que c'était le maire de Gouville, hein, que j'avais dessiné, je ne sais plus trop, Michel Pfeiffer, qui se sert à Goncoutainville, pardon, qui se sert un verre d'eau, et du coup, par ce verre d'eau, on arrive à voir le niveau qui monte évidemment beaucoup plus, et ça me permet aussi de montrer les conséquences quand l'eau déborde du verre dans ces 2 petites cases-là. Et ça permet aussi de ne pas avoir simplement une donnée qui peut être assez dense et compliquée à digérer. Et par l'image, on arrive beaucoup plus vite à faire passer ça, quoi. Parce que c'est vrai que la mer bouge constamment. Et même à l'œil nu, on ne voit pas que la mer monte de 4 mm par an. Donc voilà, je pense que c'était la façon la plus évidente. Alors, il y a le verre d'eau, et puis un peu plus loin, je suis désolée, je suis obligée de faire défiler pour arriver là où je veux aller. Tu as aussi utilisé la métaphore du château de sable avec un enfant qui joue. Alors, pour nous, la problématique est un peu plus sérieuse. Oui, bien sûr. Ici, c'était pour un peu enlever ce côté moralisateur qu'on peut avoir dans certains documentaires ou sujets comme ceci. Parce que c'est parfois, je pense, qui rebute les jeunes et les personnes un peu plus en recul par rapport à ça. Et donc, c'était assez simple de montrer un mur qui se heurte à la pression de l'eau avec un enfant qui joue, parce que c'est aussi eux qui vont subir les conséquences de toute cette montée des eaux. Donc, c'est un peu venu comme une évidence. Puis, évidemment, la mer, la plage, ça va de soi. Quelques millimètres de plus chaque année, donc voilà, quand tout va bien, les jours de temps calme, sans tempête, ça ne se voit quasiment pas. Il faut avoir recours à des métaphores pour les montrer. Mais à quel moment ça a des conséquences, et quel genre de conséquences? Ouais, les premières conséquences actuelles, c'est celle de la conjonction d'une grande marée et d'une tempête. En fait, c'est vraiment le risque, et tout le monde a peur de ça. C'est ce qui s'est passé avec la tempête Xynthia en 2010, en Vendée. Donc, c'est vraiment ce risque de submersion, à un moment donné, de la mer qui passe au-dessus des dunes, au-dessus des digues créées par l'homme, qui pose des questions de sécurité. Et puis, alors, sur le plus long terme, quelques millimètres, petit à petit, ça va bouleverser les activités économiques, ça va bouleverser la question de l'eau qu'on n'a pas explorée dans la BD, mais les nappes phréatiques, elles aussi, montent au niveau de la mer. L'eau salée va infiltrer les nappes phréatiques, l'eau potable risque d'être touchée, les activités agricoles. Enfin bref, c'est des bouleversements. Et des bouleversements d'autant plus que dans les territoires où l'homme s'est avancé au plus près du trait de côte, quoi. C'est vraiment cette question-là de la place de l'homme au niveau du littoral. Plus l'homme est présent, plus les constructions humaines sont présentes, plus ce risque est élevé. C'est sûr que c'est un sujet au niveau national aussi. La question du trait de côte, elle est présente là dans le plan d'adaptation dont le gouvernement s'empare actuellement. Les tempêtes que tu décris, les manifestations concrètes, cette conjonction des grandes marées et d'une tempête, là pour le coup c'est des choses qui sont visuelles, genre c'est des choses que tu as pu représenter en dessin. Est-ce que c'est une des raisons qui t'ont fait accepter le sujet quand on te l'a proposé à la revue dessinée, en te disant ouais, il y a des choses à montrer, il y a des choses à dessiner à cet endroit-là? Oui, bien sûr. Et puis, je venais de finir Le Grand Large qui se passe entièrement sur l'eau, donc c'était un peu la continuité, quoi. Mais j'ai toujours voulu dessiner la mer, et je pense que c'est un des problèmes, la montée des eaux, les plus importants de tous. Évidemment, il y a beaucoup de problèmes dans le monde, mais celui-ci, je pense qu'on le nie beaucoup. Et ici, pouvoir creuser un peu et avoir ce bonheur de dessiner encore un peu plus l'eau et de prolonger mon petit plaisir personnel, ça m'a permis de joindre l'utile à l'agréable.
Alors, si vous avez envie de vous faire peur, parce qu'on ne vous aurait pas assez plombé le moral en ce samedi matin, il y a une carte du BRGM qui nous permet de nous projeter dans le futur et de voir ce que ça signifierait concrètement pour les côtes françaises, la montée des eaux. Ça ne va pas fort pour le bassin d'Arcachon, pour une partie de la Bretagne. Et globalement, ça pose la question de est-ce qu'on doit, du coup, mettre toujours plus de cailloux, toujours plus de digues, toujours plus de sable pour éviter que ce qu'on voit sur la carte là, c'est-à-dire l'eau qui rentre dans les terres, se produise. Est-ce que au cours de tes enquêtes, tu as eu des éléments de réponse à ces questions ? Ce qui était intéressant en Normandie, c'est qu'on a différents types de territoires qui sont plus ou moins avancés et plus ou moins conscients du sujet. On a des territoires qui font rien, pour lesquels c'est pas un problème, enfin en tout cas officiellement, quoi. Et ça, c'est des spécialistes, notamment du Conservatoire du littoral, qui le disent. Voilà, pour eux, il y a certains qui ne veulent pas agir dès maintenant, c'est pas un problème, ça viendra plus tard. Il y a des territoires qui, pendant longtemps, c'est le cas sur la côte ouest de la Manche, au niveau d'Agon-Coutainville, Gouville, pendant longtemps, ils se sont barricadés. En fait, voilà, ils ont monté les digues, ils ont ramené du sable. Ils ont mis des gros tubes géotextiles, plein d'installations humaines pour casser les vagues, essayer de ralentir un petit peu. On est allé voir ça avec Jean. Le jour où on est retourné ensemble, il y avait une tempête 2 jours avant. La digue les grands rochers étaient partis à la mer, les pelleteuses étaient en train de les replacer. Et en fait, à chaque tempête, c'est ça. Et au fur et à mesure, ça va s'écrouler, c'est certain. C'est juste vraiment très temporaire. Et puis il y a d'autres territoires, notamment en Seine-Maritime, il y a un territoire qui s'appelle Quiberville. Et là-bas, ils sont vraiment en avance parce qu'ils cassent une route, ils agrandissent des buses, des grands trous en dessous de la route pour faire rentrer la mer. Ils ont décidé de laisser plus de place à la mer. Et ça, les spécialistes du sujet disent que en fait, on n'a pas le choix. Il faut aller vers des solutions où on laisse rentrer la mer, on redonne de la place à la nature pour moins subir les assauts de cette mer qui monte et du dérèglement climatique en général, parce que les tempêtes, elles vont se multiplier. Et l'érosion, elle est déjà à l'œuvre, mais elle va s'accélérer. Et tout à l'heure, on parlait du constat. Il y a eu un rapport l'année dernière du CEREMA, c'est le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Ils estiment qu'en 2100, il y aura 450 000 logements qui seront touchés par l'érosion. C'est énorme. Et 100 000 maisons secondaires. Donc ça représente des dizaines de milliards d'euros de coûts si on n'anticipe pas tout ça. C'est déjà le cas à plus petite échelle, mais à Soulac-sur-Mer, il y a un immense immeuble qui s'appelle le Signal. Je ne sais pas si ça vous parle, qui a dû être évacué. Après, il y a eu la tempête Xynthia, et puis ensuite, il y a eu des hivers compliqués. Et c'est un peu le premier où la question des indemnisations s'est posée et où la question de abandonner des immeubles et des territoires a vraiment donné lieu à une réponse catégorique de on ne peut plus habiter ici, quoi. C'est quelque chose qui est amené à se multiplier. Spécial dédicace à Rotaillot. Courage, Bess. Dans ce que vous dessinez, le sujet, dans l'histoire que vous racontez, le sujet commence par des citoyens, une association qui va déposer des sapins de Noël, enfin qui incite des citoyens à déposer leurs sapins de Noël au pied des dunes, et dans l'espoir que ça retienne le sable. Alors j'imagine que graphiquement c'était plutôt sympa de dessiner ça. Oui, il y avait un côté un peu plus joyeux que le problème, vu que les sapins de Noël, forcément, ça fait penser à Noël. Mais surtout, ça permettait de démarrer le sujet d'entrée de jeu. Et je pense, pour les auteurs, je ne sais pas s'il y en a ici, commencer une histoire, c'est le plus compliqué. Vraiment trouver le contexte, l'espace-temps, ça affecte énormément de choses sur le découpage, donc le rythme. Et ici, avec cette obligation de la part de la revue dessinée, ça permet de lancer d'un coup le sujet et d'entrer dedans d'un coup, en fait, avec les solutions qui sont trouvées par les habitants et de localiser le problème et donc de le faire exister. Parce que c'est souvent ça le problème, c'est que quand on n'est pas concerné, on l'oublie. Mais ici, ça l'ancre dans le temps et l'espace d'entrée de jeu et
Et moi, ça m'a personnellement beaucoup plu aussi de commencer évidemment par des sapins sur une plage. On voit pas ça tous les jours. Et alors, est-ce que ça a vraiment du sens de mettre nos sapins de Noël au pied des dunes pour essayer de retarder l'inexorable, ou est-ce que c'est une goutte d'eau dans l'océan? J'ai l'impression que c'est une goutte d'eau, mais qui compte parce que, en fait, ces citoyens, c'est la seule chose qu'ils ont trouvée pour agir eux-mêmes et se dire on peut peut-être faire quelque chose pour ralentir. Et ils apportent beaucoup d'espoir à ça. Ils font aussi des affiches sur la dune pour dire de la protéger. Donc, il ne faudrait pas qu'on les décourage voilà, en leur disant ça sert à rien ce que vous faites. En fait, ils ont gagné 2 mètres, je crois, de dune. En mettant ces sapins, ça garde le sable. Et ils ont gagné un peu de 2 mètres, mais à chaque tempête s'est entamée. Et le jour en avril où on y est retourné, une partie des sapins était partie à l'eau, quoi. Mais en même temps, eux, ils se disent, voilà, nous, on voit ce trait de côte reculer. La plage, elle a reculé de 3 mètres. Ils se disent que, ouais, ils n'ont que ça à faire. Donc, ça peut peut-être donner de l'espoir en tant que citoyen, quoi, pour agir nous-mêmes. Tu parlais tout à l'heure des différentes manières de réagir en fonction des différents lieux, enfin des problématiques locales. En gros, vous êtes allé dans 3 endroits. Enfin, cette enquête se déroule dans la Manche, à Gouville-sur-Mer, en Seine-Maritime, à Quiberville et à Caen dans le Calvados. Et pour une partie de ces terrains, vous y êtes allés ensemble tous les deux. Alors chacun carnet de notes et carnet de croquis à la main. Qu'est-ce que ça apporte au récit de faire du terrain ensemble, journalistes et dessinateurs, et pour un sujet comme celui-ci qui est extrêmement visuel? Moi, personnellement, ça apporte de la justesse, de la profondeur et un sens. Parce que quand on se rend sur place, on se rend compte du problème, on se met à la place des gens qui le vivent directement. Et ça apporte beaucoup au récit. C'est pas juste une retranscription en images d'un texte. Je dis pas que les autres textes qu'on a fait ensemble n'ont pas fonctionné, mais la preuve, je me retrouve ici avec vous. Je pense que c'est le sujet le plus profond et le plus juste qu'on ait fait parce qu'on était sur place et qu'on s'est rendu compte des efforts, des solutions et du problème qui était là. Moi, le fait de revenir avec Jean sur place, dans des lieux que j'avais déjà arpentés, ça m'a permis de prendre du recul en fait, sur le sujet, de un peu m'extraire, de devoir t'expliquer tous les points et de te réemmener à certains endroits. Et puis évidemment, en termes de dessin, tu traduis beaucoup mieux ce que moi je vais écrire en quelques paragraphes, par quelques images qui sont fortes, comme ce verre d'eau. Enfin, il y a plein d'autres choses. Ou ce pont, à un moment que je décris dans un article, ce pont qui a été construit dans les années 70, où les anciens disaient c'est une grave erreur de faire ce pont-là pour faire une route. Et aujourd'hui, le territoire envisage de l'ouvrir. Et on a un dessin qui montre bien cette situation-là. Et donc voilà, là c'est la force de l'image et de la BD qui donne quelque chose en plus à l'enquête. On y arrivera au dessin, je vais vous épargner la zapette compulsive. Et oui, c'est vrai que c'est une formule assez répandue de dire je suis sous l'eau. Et là, on a Elisabeth Borne qui n'était pas loin d'être sous l'eau dans ce sujet, parce qu'on montre aussi comment les pouvoirs politiques à l'échelle nationale s'emparent de la question. Donc là, Elisabeth Borne, le plan Barnier dont je parlais tout à l'heure. Ce qui est paradoxal, enfin, ce qui peut paraître paradoxal, c'est qu'on a donc ces terrains en bord de mer, et puis on a aussi parmi les 3 terrains que tu as choisis pour raconter cette histoire, la ville de Caen. Et Caen, c'est quand même à 15 km de la mer, donc quand on pense changement du trait de côte, montée des eaux, on ne se dit pas forcément que ça va aller si loin. Pourquoi et quelle est la problématique dans la ville de Caen? Ouais. En fait, la ville de Caen est reliée à la mer par un canal. Et juste à côté de ce canal, il y a une rivière, un fleuve qui s'appelle l'Orne. Et donc la ville est vraiment concernée par les 2 mouvements. Il y a à la fois la montée des eaux progressive, et puis l'augmentation aussi du niveau des eaux du fleuve en cas de crues, d'intempéries qui peuvent provoquer des crues. Et donc la crainte
de la conjonction, encore une fois, des deux moments, des fortes pluies et puis de grandes marées avec l'augmentation du niveau des eaux, ça fait craindre vraiment que l'eau arrive en plein centre dans un quartier qui s'appelle la Presqu'île, qui était jusqu'à maintenant une terre industrielle, qui était en train d'être aménagée en des logements. Il y avait un plan pour faire 3500 logements. C'était un peu le dernier quartier vierge de la ville à conquérir, à urbaniser. Et depuis 10 ans, il y avait ce projet-là. Et depuis 5 ans, il y avait des chercheurs, des militants écologistes qui disaient c'est absurde de construire sur ce lieu. Mais les urbanistes disaient non, il n'y a aucun problème, les risques, on les maîtrise. On va créer des rigoles, on va maîtriser. De temps en temps, oui, il pourra y avoir pendant 3 jours 1 mètre d'eau, mais il n'y aura pas d'habitation au premier niveau, il y aura des plans, il n'y aura pas d'école aussi sur le lieu, donc ça ira. Et en fait, il y a un an et demi, la ville de Caen a changé son fusil d'épaule en disant en fait non, on arrête tout, il y a trop de risques, on a trop d'alertes, et on remet en cause ce projet. Donc ils ont tout stoppé, donc ça a été assez incroyable, y compris pour une municipalité qui n'était pas de sensibilité écologiste en fait. Et donc ils ont tout arrêté, et désormais ils disent que, alors ils vont faire des jardins à la place, et ils disent que en fait le risque c'est peut-être d'avoir 5 cm d'eau pendant 3 mois dans cette zone. Donc concrètement que ce soit impossible à vivre pour les habitants qui vivraient ici. Donc voilà, il y a une réelle prise de conscience. Mais en fait, c'est ça qui est aussi intéressant avec ce sujet, c'est que la montée des eaux, ça n'impacte pas seulement le trait de côte, la mer, les gens qui vivent au bord de la mer, mais aussi les fleuves et tous ceux qui vivent autour des fleuves. Donc voilà, les risques sont vraiment importants, y compris dans des zones urbaines. Comme une ville comme Caen, mais il y a Le Havre, Saint-Nazaire, toutes les villes qui sont au bord de l'eau et au bord des fleuves. Et ce qui est intéressant dans l'exemple de Caen, c'est qu'on renonce déjà. Donc ça a déjà des impacts concrets sur la manière dont on façonne les villes, parce qu'on renonce à des projets d'ampleur pour lesquels il y avait des promoteurs immobiliers, pour lesquels... Et dans le même temps, c'est quelque chose que tu soulignes dans le sujet, les maisons en bord de mer font toujours rêver. Les maisons en bord de mer continuent à se vendre, à s'acheter à des prix importants, alors que quand on voit la carte que je vous ai projetée tout à l'heure, on peut se poser des questions quant à la pérennité de ces logements. Comment on peut expliquer ce paradoxe entre marché immobilier et réalité du changement climatique ? Oui, c'est assez compliqué, je pense, à expliquer. Il y a une thèse sur le sujet qui a montré que les prix de l'immobilier en bord de mer continuaient à augmenter, donc il y avait toujours un attrait très fort. À Agon-Coutainville, où on est allé, il y a des permis de construire qui ont été déposés il y a 1 an et demi, et il y avait une maison qui était en train d'être construite face à la mer, dans une zone où on se dit dans 50 ans, probablement il y aura énormément de submersion à cet endroit-là. Donc ça paraît complètement fou. Et en fait, la raison qui revient sans arrêt, c'est quand même cet attrait pour la mer, cet attrait pour avoir une maison juste face à la mer et pouvoir profiter du coucher de soleil tous les jours. Certains disent que en fait, les gens qui achètent ces maisons-là très très chères, parce que les prix sont énormes, c'est 1 500 000 une maison à Agon-Coutainville face à la mer, enfin une grande maison. En fait, c'est des gens de toute façon qui se disent qu'ils investissent pour 10 ans, pour 20 ans et qu'ils ne la vendront pas après. Peut-être qu'ils sont conscients des risques, c'est une des hypothèses. Il y a quand même une question, c'est quand vraiment la mer va dépasser les digues et quand les submersions vont être plus fréquentes, c'est qui va indemniser ces propriétaires qui ont investi ? Est-ce que l'État aura la capacité de le faire ? Vu le nombre de maisons qui sont concernées, on peut en douter. Et puis, est-ce que si on achète une maison maintenant, est-ce que ça paraît légitime, moral, d'indemniser des gens qui ont acheté en connaissance de cause ? Voilà, c'est plein de questions qui se posent. On verra ce qui se passera, mais en tout cas, chaque territoire et puis l'État va devoir se positionner sur tout ça. Dans le même temps, pour d'autres activités liées au tourisme, elles aussi, mais pas seulement, il est question de délocaliser, relocaliser. Je pense au camping de bord de mer. Je pense aussi à un exemple que vous citez dans le sujet, qui est celui d'une ferme, une exploitation agricole pas très loin de la mer. Là, on est déjà au moment où
peut-être se pose la question de tout simplement réimplanter plus loin dans les terres les campings et les exploitations agricoles. Oui, c'est déjà en réflexion et ils vont passer à l'action, notamment autour de Coutances, Mer et Bocage, là sur la côte ouest de la Manche, parce qu'il y a vraiment des fermes et des campings qui sont très concernés. Et puis, donc, il y a toujours ce poids entre gérer les risques et puis soutenir une activité économique en fait localement, touristique ou agricole ou liée à la mer en fait. Et les collectivités sont quand même en train de elles se disent qu'il faut soutenir évidemment cette transition. Si on ne soutient pas cette transition vers un retour dans les terres de ces fermes, de ces exploitations ou des activités touristiques, voilà, c'est toute la région qui va en souffrir. Donc, dans les mois prochains, en fait, ils vont passer à l'action et décider ensemble. Là, il y a des concertations depuis 3 ans, mais on passe désormais à l'action sur ces territoires. La question que ça soulève, c'est celle d'habiter le littoral. Alors, question un peu provocatrice ici à Saint-Malo, parce qu'on a la mer juste à côté. Mais ce que tu racontes dans cet article et dans ton travail en général, c'est que c'est pas quelque chose qui a toujours existé, en fait. Le fait d'habiter le littoral, c'est quelque chose de finalement assez récent. C'est un rapport à la mer et aux côtes qui date du siècle dernier. Est-ce qu'on pourrait imaginer par nécessité un retour en arrière à une époque où en fait on se méfiait de la mer et on évitait de s'en approcher trop, au moins nos constructions? J'ai l'impression qu'en fait on n'a pas le choix, enfin, en tout cas c'est ce que disent les spécialistes qui travaillent sur ces questions, on n'a pas le choix que de se reculer, d'aller dans des zones plus hautes aussi, donc finalement de revenir à ce qui se passait au début du 19e siècle, enfin, avant le développement de l'activité touristique et économique au plus près de la mer. C'est raconté par quelqu'un qui est architecte et qui travaille sur ce sujet-là à Coutances. Il raconte un peu cette historique. On est allé d'ailleurs dans des villages qui sont vraiment à 5-6 km, qui surplombent la mer, mais qui sont loin. Et on disait qu'à l'époque, il y avait cette sagesse de se dire qu'on n'allait pas nous installer au plus bas, au même niveau que la mer, et que petit à petit, on y est allé, en se disant qu'on pouvait construire des digues, qu'on pouvait se protéger, que ça ne poserait pas de problème, parce que la technique l'a permis aussi, je pense. Et désormais, alors certains territoires disent on pourra pas, pour l'instant, ils se disent on ne pourra pas reculer totalement tous nos villages qui sont au pied de la mer, notamment sur la côte au nord de Caen. Là, il y a énormément de petites villes qui sont face à la mer, et on va protéger. On va continuer quand même à monter des digues, à des enrochements. On va gagner du temps comme ça. Mais alors ça coûte cher. C'est pas efficace parce que finalement le sable au pied des enrochements il part à la mer plus rapidement à cause des enrochements, donc finalement ça induit l'effet inverse et l'érosion elle s'accélère, et puis ça coûte cher alors qu'il vaudrait mieux utiliser cet argent pour déjà commencer à se reculer, mais c'est des milliers d'habitants qui sont concernés. Il y a toujours cette idéologie de se dire on va aller plus haut, on va construire des murs. Mais une deuxième chose, c'est qu'à chaque fois qu'on construit aussi des protections à un endroit, ça a un impact à un autre endroit sur la côte. Ça, on l'a remarqué notamment à Gouville. Il y a des enrochements partout, là où il y a des habitations et où il y a la plage. Et comme la mer ne peut pas pénétrer à cet endroit, elle creuse à un autre endroit, plus au nord, où il n'y a pas ces protections. Et donc l'impact est plus fort au nord. Donc quand on protégera un endroit, l'eau rentrera à un autre endroit. Donc voilà, c'est pas une solution sur le très long terme. C'est vraiment le jeu des vases communicants. C'est ça. En action. Ouais. La sagesse dont tu parlais, elle est présente au détour d'un personnage dans le sujet. À un moment, vous rencontrez un petit papy. Au moment peut-être où Jean était au maximum de l'anxiété vis-à-vis du sujet. Tu peux nous raconter peut-être cette interaction C'est quand on était à Ragon-Coutainville, je pense. En effet, on venait de voir un peu tous les problèmes, de voir les enrochements qui s'affaissaient, les tubes géotextiles qui étaient en train de pourrir littéralement. Et là, on croise un petit monsieur avec un bâton qui nous dit vous savez, le
la mer qui monte et qui descend, c'est la vie du monde, et ça enlève un poids, parce qu'on se dit, bah oui, il a raison, mais en même temps, il a toujours connu la mer en bonne santé, on va dire ça comme ça, et maintenant que les problèmes arrivent, lui, il est un peu pour longtemps, quoi. Donc il y avait ce côté un peu drôle qui enlevait un poids au récit, parce que je pense que c'est ce qui, comme je l'ai dit avant, c'est ce qui rebute un peu, c'est le côté qui nourrit l'anxiété des jeunes. Il y a beaucoup de climato-anxieux, moi le premier, à cause de ça, et de voir le petit vieux comme ça en parler avec autant de légèreté, ça fait un bien fou. Toi, tu vis à Bruxelles? Tu es belge? Je vis à Liège, moi. Tu vis à Liège, pardon. Et du coup, ça me permettait juste un petit coup de sonde sur... et en Belgique, la question de la montée des eaux, ça dit quoi? C'est inexistant. En fait, la Belgique, elle est séparée on va dire en deux territoires, la Flandre et la Wallonie, donc les gens qui parlent le néerlandais et les gens qui parlent le français, on dit ça comme ça. Et il faut savoir que les Flamands ont presque toute la mer du Nord, et du coup, les médias francophones n'en parlent pas beaucoup. J'ai trouvé peu de sujets là-dessus. Par contre, les inondations, on les connaît d'une manière ou d'une autre. Il y a quand même énormément de cours d'eau qui traversent les villes, notamment Liège, et ça ne m'a pas empêché, en habitant à Liège, d'être inondé d'1,80 m dans la maison à cause de 3 jours de pluie, quoi. Donc on le sent, il y en a beaucoup plus souvent, le rythme de sinistre est beaucoup plus nourri, beaucoup plus fréquent, donc on l'a quand même si ce n'est pas la mer directement. Je crois qu'il y a Si on dézoome à l'échelle mondiale, internationale, on a un peu on retrouve les différentes réponses que tu as vues en Normandie, celle qui consiste à renoncer, se déplacer. Et l'exemple le plus flagrant, c'est Jakarta, l'Indonésie, qui est déjà massivement concernée par la problématique de la montée des eaux, a décidé de déplacer sa capitale 1000 km plus loin dans une forêt et de refaire la ville de toutes pièces avec les investissements que ça représente. Donc là, on est dans un projet titanesque. Puis on a aussi, alors c'est plutôt l'autre option, l'option qui consiste à rester et à se barricader. Ça, c'est plutôt les Pays-Bas qui ont déjà 2/3 de leur territoire en dessous du niveau de la mer et qui considèrent qu'ils sont aptes à affronter plusieurs mètres de montée des eaux, puisque technologiquement et en termes d'infrastructure, ils ont et l'expérience et le niveau d'investissement. Parce que finalement, c'est aussi ça, ce que tu disais tout à l'heure, c'est construire des digues en rocher, ça coûte cher. Les élus que tu as rencontrés ici, quelle est leur position par rapport à ça pour concilier tourisme, emploi, économie et argent public? Ouais, globalement, ils sont bien conscients en fait, du problème, des problématiques, mais à très court terme, ils se disent qu'ils n'ont pas le choix que de réensabler tous les ans, de poursuivre un petit peu les enrochements pour conserver l'activité touristique et conserver cette plage qui, sans elle, ne donne plus d'attrait, ou peu ou moins d'attrait pour ce territoire. Donc on est quand même à un moment charnière. Il y a un géographe à Caen qui dit que désormais la prise de conscience est faite et on est sur le côté qu'est-ce qu'on va faire, mais on n'est pas encore passé à l'action globalement. Donc voilà, c'est assez, on est dans un moment suspendu, un peu comme ça. Et puis parfois il y a une prise de conscience, mais qui est une demi-prise de conscience. Je sais que par exemple à Caen, donc il y a eu ce quartier qui a été suspendu, enfin ce projet de nouveau quartier résidentiel. Et de l'autre côté du fleuve, juste à 50 mètres, ils vont construire une tour de 80 mètres pour fêter le millénaire de la ville de Caen en 2025. Et ils veulent construire cette tour. Et c'est une zone qui potentiellement est elle aussi inondable. Et ça paraît encore une fois démesuré en fait, et de se dire juste pour imprimer sa marque dans la ville et se dire qu'on a construit une nouvelle tour et qu'elle va surplomber la ville et on va utiliser plein de béton, etc. Voilà, c'est le paradoxe peut-être de l'action politique. Oui, et après ça pose cette question presque philosophique de notre rapport à notre environnement. Est-ce qu'on peut tout maîtriser, tout contrôler, ou est-ce qu'il faut avoir une forme d'humilité face aux éléments et à la suite qu'on ne maîtrise pas? C'est une problématique qui transparaît dans votre travail. Ouais, c'est ça. Et il y a cette question aussi de la projection sur le temps long.
Là, les élus qu'on a rencontrés à Caen notamment, ils disent oui, désormais on se projette sur 2100. Donc 2100 c'est plus 1 mètre, donc ok. Mais si on part sur 2200, peut-être c'est plus 3 mètres. Donc plus 3 mètres, finalement il y a tout le quartier de la gare qui est sous l'eau, qui est en train d'être urbanisé encore. Et c'est là où on veut construire cette fameuse tour. Et donc l'élu que je rencontre, il me dit oui, en fait, on a pris conscience que le réchauffement climatique c'était maintenant, et que les conséquences, elles allaient arriver. Donc on se projette à 2100. Et je leur dis, et après 2100, comment vous faites? Il dit, ah non, là c'est inimaginable pour le moment, quoi. Et en effet, jusqu'à quand on se projette pour... est-ce qu'on doit anticiper au plus loin, le pire du pire? C'est vraiment une question voilà, d'action politique et de projection qui n'est pas simple. Sur le stand de la revue dessinée, on va penser à vendre des tubas pour la suite. Ouais. C'est des questions qu'on retrouve un peu partout. Je parlais de l'échelle mondiale, la question du réensablement. Je crois qu'à Miami aussi, il y a énormément d'investissements pour sans cesse ramener du sable sur les plages. Ça pose la question du tourisme. C'est une problématique qu'on a pu retrouver sur d'autres sujets ici. On a cette bande dessinée sur les algues vertes, en gros, où il est question de regarder dans les yeux une problématique qui est celle de la pollution et en même temps la regarder dans les yeux, c'est potentiellement impacter le tourisme. Et là, on a un peu la même problématique. Si on commence à regarder en face ce problème, ça veut dire que peut-être des zones attractives, on parlait des campings tout à l'heure, vont devoir être déplacées loin de la mer. Du coup, qui voudra aller en vacances dans un camping en pleine terre? Est-ce que ça ne veut pas dire aussi revoir nos envies, nos projections, nos envies de vacances? Est-ce que ce n'est pas une petite révolution dans nos manières d'habiter? Oui, je pense que c'est vraiment une révolution dans nos esprits, et notamment dans toutes ces personnes qui étaient habituées à aller dans des campings juste face à la mer. À Quiberville, en Seine-Maritime, il y avait ce camping juste derrière la digue, face à la mer. Les gens y allaient de génération en génération. C'était un camping très populaire. Et la mairie, la collectivité a décidé de détruire ce camping. Donc ça a été très compliqué de l'expliquer aux habitués, de leur dire que c'était fini, en fait ils ne pourraient pas venir. Ça faisait 50 ans certains qui venaient, ils avaient leur mobil-home, etc. Et donc ils ont construit un camping 3 km dans les terres, en hauteur, relié à la mer par une voie verte, voilà, pour y aller à vélo ou à pied. C'est un magnifique camping, voilà, mais qui n'a pas la vue sur la mer. Donc c'est vraiment un changement, mais qui va, à mon avis, voilà, c'est pour montrer qu'on peut continuer quand même à développer le tourisme de cette façon-là et de façon plus respectueuse de l'environnement, en fait. Selon les zones que tu as étudiées, on avait le niveau de déni était le même ou le niveau de prise de conscience, si je le dis de manière positive, en fonction des lieux et des acteurs? Ouais, en fait, là, c'est vrai que j'ai voulu aller à des endroits où il y avait une action, une mise en action, quoi. Je ne suis pas allé interroger les territoires qui étaient vraiment dans le déni, qui font rien. En fait, notre point de départ à grand format, c'était de se dire qu'est-ce qui est fait, quoi. Parce que c'est vrai que c'est anxiogène. Donc, et en fait, il y a plein de territoires qui font des choses, ça met du temps parce qu'il faut de la concertation, etc. Donc on est plutôt dans des territoires qui sont face aux problèmes, qui sont conscients, qui se disent qu'ils agissent, qu'ils vont agir. La différence juste entre certains territoires, c'est la croyance encore entre peut-être la toute-puissance de l'homme et de nos capacités. Et donc il y a certains qui sont beaucoup plus humbles en disant on va encore plus laisser passer la nature, on n'a pas le choix. Et d'autres qui disent non, on peut encore un peu bloquer, on peut encore gagner 10 ans, on peut encore gagner 20 ans. Voilà, ça joue un peu sur ça, ces différences actuellement. J'imagine. Choisissez. Mais j'imagine, pour rebondir sur le dessin, que ça vous évoque plein de choses, que vous êtes peut-être vous-même confronté à ces problématiques, ou en tout cas que là où vous habitez ou là où vous partez en vacances, il peut y avoir des impacts. Est-ce que vous avez des questions, des témoignages, des contributions qui pourraient éclairer le débat ?
Ça marche, oui. Oui, hier, on a assisté dans cette même salle à une rencontre autour du béton. Et est-ce que vous envisagez un crossover entre les deux enquêtes, dans la mesure où vous parlez, par exemple, de déplacement de sable, d'ensablement, d'où vient ce sable? Il est forcément pris quelque part. Et ça pourrait être un crossover aussi avec les problématiques liées à la montagne ou aux carrières, puisqu'on va prendre des cailloux pour les broyer pour faire du sable, puisqu'il n'y a plus assez de sable sur les plages et qu'on a besoin de ramener du sable sur les plages et qu'on construit des digues en béton. Voilà, il y aurait peut-être une chose à penser ou une prochaine revue dessinée autour de cette thématique. Oui, c'est sûr que la... Merci. Oui, bonjour. Je vous ai longuement écouté. En fait, j'ai l'impression que la solution envisageable est un repli finalement sur les terres et un abandon des côtes à long terme. Et je trouve que c'est quand même une façon de réduire extrêmement le problème, que les solutions sont diverses, qu'elles peuvent être combinées, que si l'on regarde l'histoire, en particulier l'histoire de Saint-Malo, on s'aperçoit que les tempêtes, elles ont toujours existé. Si on reprend les tempêtes au siècle dernier, vous avez parlé du siècle dernier, mais même du siècle d'avant, au départ, il n'y avait seulement qu'un cordon dunaire qui était là et un polder énorme. Et c'est simplement en faisant des digues, en unifiant ces digues, en les protégeant, que tout un ensemble a pu être construit, tout le balnéaire a pu être construit. Des tempêtes, il en a existé en 1905, par exemple, quand on regarde les photos, on s'aperçoit que non seulement il y avait des tempêtes qui ont à peu près la même équivalence que maintenant, mais en plus les digues étaient complètement démontées parce qu'elles étaient mal construites avec des travaux colossaux. Actuellement, donc, il y a toujours les vagues importantes, peut-être avec un rythme plus important qu'avant, mais les dégâts, finalement, sont beaucoup moindres. Les vagues sont spectaculaires. Au niveau donc, des dégâts matériels, donc, les digues sont plus résistantes qu'elles l'étaient donc, au début du siècle. Regardez les photos de 1905, par exemple. Et d'autre part, il y a des risques qui sont peut-être beaucoup plus importants actuellement, qui sont les risques d'inondation. Les populations qui sont donc affectées, non pas les risques matériels, mais les risques humains, ce sont des gens qui ont été inondés. Inondés par quoi? Par les infiltrations d'eau qui étaient sur le sol, donc qui ne venaient pas de la mer, mais qui venaient de l'intérieur des terres. Le problème aussi donc, des côtes, souvent, les côtes s'affaissent à cause de la pluie, à cause de l'eau qui ne s'évacue pas, à cause, etc., de différents problèmes d'urbanisation qui ne sont pas liés à la montée spécifique de la mer. Donc si l'on reprend les plans, par exemple, de risques, nationalement, il y a 14 risques qui ont été identifiés. À Saint-Malo, il y en a 11. Les risques donc, de débordement, par exemple, par l'eau. Ici, il y a un grand polder qui fait 450 mètres carrés. C'est parce qu'il a été conquis sur la mer par donc un certain nombre de digues successifs qui ont été construits. Ensuite, l'eau a été drainée. Il y a tout un tas de solutions qui ont été mises patiemment à terme pour permettre justement cette urbanisation. Actuellement, donc, on a des moyens qui sont colossaux par rapport à ce qui avait été fait donc, aux moyens antérieurs. Et on a une défiance et une peur, je dirais, de la technologie, de ses moyens, etc. Alors que nous sommes des générations, il n'y a qu'à regarder, qui vivons dans des milieux complètement protégés, climatisés, aseptisés, etc., où l'on a eu tous les avantages, ou peut-être les inconvénients de cette technologie, et maintenant on voudrait faire table rase du passé et se retrouver dans des situations finalement nouvelles. Les situations, elles ne sont pas nouvelles, elles continuent, elles perdurent, il faut s'adapter, elles sont différentes suivant les contextes, et c'est à nous donc suivant la spécificité avec les habitants ou autres, de trouver des solutions durables dans des temporalités qui correspondent aussi à nos possibilités donc, de vie et d'établissement. Voilà. Et c'est vrai que pour vous répondre sur deux points,
Il y a évidemment la question de l'artificialisation des sols et de la bétonisation qui crée des problèmes d'imperméabilité et donc de manque d'infiltration des eaux avec des inondations. Et ça n'a pas grand-chose à voir avec la montée des eaux, ça a plutôt à voir avec l'aménagement urbain et l'aménagement du territoire. Et c'est une vraie problématique aussi. Et pour la question plus globale de défiance envers la technologie et de faudrait-il tout simplement renoncer, l'article est plus nuancé que la manière dont vous avez pu entendre nos prises de parole, dans le sens où il s'agit plutôt d'interroger l'enrochement et l'endiguement systématique en disant est-ce que c'est bien partout, est-ce que c'est bien tout le temps, et est-ce que au cas par cas il ne faudrait pas arbitrer entre l'argent que ça peut représenter de s'adapter. Faut-il s'adapter partout ? C'est plutôt ça la question qui est soulevée. Est-ce qu'il n'y a pas des endroits où l'adaptation va peut-être coûter trop cher ? Et là, la solution, en fait, le point que vous soulevez, celui de la concertation, de décider ensemble avec les habitants, avec ce panel de solutions, endiguer, enrocher, utiliser tout ce qu'on a comme technologie à notre disposition pour essayer de contrer et de nous protéger, ou parfois se dire que le jeu n'en vaut pas la chandelle et qu'il faut juste reculer. Je pense que c'est vraiment toute la problématique dans le sujet. C'est pour ça que je parlais aussi des exemples à l'étranger. Les Pays-Bas montrent que techniquement on est capable, mais ça signifie des investissements importants, et donc c'est des choix de société, c'est des choix d'affectation des budgets publics, voilà, c'est politique tout ça. En tout cas la manière dont Simon a traité le sujet, je la trouve pas manichéenne, dans le sens lâchons tous les progrès techniques et laissons le terrain, simplement posons-nous la question de faut-il toujours courir après la montée des eaux technologiquement, et qu'est-ce que ça peut impliquer, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions à cette discussion ? Si on veut acheter cette édition de la revue, c'est quel numéro ? Ah oui, super, c'est le moment promo. On n'a pas payé cette personne. C'est le moment promo. Donc c'est dans la revue dessinée numéro 45, c'est le numéro d'automne que vous pouvez retrouver sur le stand de la revue dessinée. Et là, quelqu'un a peut-être le numéro du stand D04 par là-bas. Et nos auteurs vont dédicacer tout à l'heure, donc si vous voulez une vague qui emporte une digue ou une digue qui résiste à une vague, selon les points de vue, Jean peut peut-être dans la foulée de la conférence, à midi. Ouais, le temps de prendre une pause. Est-ce que vous avez d'autres questions ou réactions par rapport à nos échanges ? Amélie, juste sur le lien avec le sable oui. qui était évoqué par Madame tout à l'heure, je trouve ça vraiment pertinent, évidemment, de s'interroger sur les deux pour faire le lien entre le béton, l'exploitation, l'extraction et puis les conséquences des émissions de gaz à effet de serre. Vous parliez de où est pris ce sable. Là, en tout cas, l'endroit où on a vu qu'il y a du réensablement à Agon-Coutainville, chaque année, c'est 10 000 tonnes de sable. Il est pris à quelques kilomètres de là, dans un endroit où la montée des eaux fait que ça ramène énormément de sable. Donc voilà, c'est assez proche, mais ça pose cette question c'est un peu un rééquilibrage naturel d'une zone qui est très ensablée avec une zone où le sable part. Voilà. Et oui, et pour la question du béton, les digues sont faites en béton. Le béton nécessite du sable prélevé soit dans les cours d'eau, soit concassés, soit dans les cellules sableuses marines. Et ce qu'on a vu, ce qu'on sait depuis plusieurs années, c'est que quand on prélève, même au large, en haute mer, en fait, ça a des conséquences sur la plage et sur le trait de côte, parce qu'en fait, ces cellules sont homogènes et donc le sable navigue. Donc, on a tenté de résoudre le problème en allant prélever plus loin, mais en fait, en quelques mois, quelques années, on se rend compte que le trait de côte est aussi affecté par ces prélèvements. Et je crois que le sable marin a des qualités en termes de BTP bien meilleures que celui des rivières. Donc, on a toujours un appétit pour ça. Excusez-moi, c'est l'inverse. Le sable
la reconstruction de Saint-Malo, où on a utilisé donc du sable disponible. C'était du sable de mer souvent, et ce sable de mer donc se désagrège. Et en plus, il blanchit. On voit souvent sur les façades, sur les remparts ou autres, des traces blanches qui sont liées donc à la salinité. Et donc tout le problème, c'est d'avoir un sable justement qui n'est pas salé, de façon à ne pas avoir ces problèmes. Et à Saint-Malo, donc on le voit très bien, lors de la reconstruction, il était plus facile de prélever du sable facilement, donc du sable salé, et qui pose des problèmes maintenant avec le vieillissement et les pathologies donc des bâtiments. Donc c'est l'inverse, c'est le sable de rivière qui pose beaucoup de problèmes environnementaux, etc., à faire des trous, je suis bien d'accord, mais qui est le bon sable pour construire et pas le sable marin. Je crois que nous avons tous les deux raison, parce que je vous renvoie au documentaire Béton d'Arte, sorti il y a quelques années, où on expliquait que pour le BTP, pour monter des immeubles de plusieurs étages, alors le sable de rivière était... Bon, là, on s'engage dans une conversation tout à fait technique, mais le documentaire et la bande dessinée, je pense, dont vous parlez, Béton, dont les auteurs étaient là hier, aborde cette question de quelle valeur ajoutée pour le BTP selon les types de sable qu'on prélève. Et je crois qu'en fonction des usages, c'est un peu plus complexe que ça. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Déjà, je voulais vous remercier parce que c'est très passionnant et puis très complet, donc ça donne vraiment envie de lire la BD. Puis merci aussi pour les petits dessins humoristiques qui sont vraiment super chouettes. Je suis là. Merci. Donc moi, je suis géologue marin. Voilà, donc c'est pas un vilain défaut, mais disons que j'ai un rapport au temps qui est assez élastique. Hein. Et donc, ce que je voulais juste vous apporter, peut-être comme éclairage ou comme petite information, c'est que, alors, ce qu'on sait, c'est qu'en effet, la mer a été, par les temps passés, beaucoup plus haute qu'aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas tellement longtemps pour moi, c'est-à-dire il y a 100 000 ans, par exemple, mais évidemment, il n'y avait pas de camping hein, à cette époque-là. Voilà, oui, presque une dizaine de mètres de plus qu'aujourd'hui. Ça n'enlève rien, hein, le problème d'aujourd'hui et de demain. Une autre info aussi, que peut-être certains d'entre vous le savent, mais il y a 6-7 000 ans, on avait des vitesses de remontée marin qui étaient beaucoup plus élevées hein, qu'aujourd'hui, presque 3-4 fois plus élevées même encore. Hein. Et il y avait déjà une certaine forme d'occupation de nos littoraux, par les premières populations, en tout cas, qui habitaient nos littoraux et les îles. Et certains aussi le savent peut-être, mais on a été amené à voir évoluer la façon dont ces premières populations ont dû migrer vers les terres à cette époque-là, parce qu'ils ont été confrontés, comme nous aujourd'hui et à l'avenir, à cette remontée évidemment très très rapide du niveau marin, et je pense aux pêcheries. Voilà, il existe des pêcheries fossiles, néolithiques, qui sont encore en partie conservées aujourd'hui vers 5, 6, 7 mètres de profondeur, qu'on arrive à cartographier et à aller explorer, du coup. Il y en a beaucoup autour de la Bretagne, hein, mais pas que. Voilà, donc ces populations, pendant quelques centaines d'années, voire milliers d'années, ont réussi à déconstruire leurs murs, remonter leurs murs au fur et à mesure que le niveau marin montait très très vite. Donc c'est une source d'espoir aussi pour nous. Et puis peut-être juste pour finir aussi, vous le savez, depuis plus d'1 million d'années, il y a eu des périodes très très froides, des périodes très chaudes comme aujourd'hui. Donc probablement qu'on va recroiser une période très froide, mais ça simplifiera peut-être le problème de la remontée du niveau marin, mais on ne sait pas la prédire, hein, on ne sait pas quand encore, mais voilà. Ça fait relativiser. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir pour compléter, éclairer ? Pour tout ce qui est des assurances de logement en bord de mer, on n'est pas compétent. Oui. On n'a pas parlé d'un point quand même, c'est l'adaptation des bâtiments. Attendez d'avoir le micro. Il y a aussi un point qui est important, qui peut peut-être nous rassurer, c'est la possibilité, avec les techniques que l'on a aujourd'hui, d'adapter les bâtiments au climat. On s'aperçoit souvent
que les bâtiments donc, qui ont le plus de risques, souvent ont été mal implantés, trop près du littoral, bien sûr, mais aussi ne correspondent pas à ce qu'il faut. C'est-à-dire on a des bâtiments de plein pied, par exemple, qui prennent l'eau à chaque remontée. Les populations d'Asie du sud-est, ont été amenées à vivre près des cours d'eau, dans les cours d'eau, parce que c'était source de vie, source économique pour eux. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un habitat adapté. C'est-à-dire, par exemple, on a des villages qui sont surpilotis. Quand vous allez au Cambodge, au Vietnam ou ailleurs, au Laos, vous voyez donc en été, il y a des marnages qui sont très importants, liés au fleuve, c'est un peu différent, mais des différences de niveau qui sont utilisées en été en vivant sous les maisons surpilotis. Ça fait des salles à manger très fraîches. Et lors des moussons, les gens viennent directement au niveau de la maison avec donc des barques et arrivent directement chez eux. Il n'est pas question de se transformer en asiatique ici, mais c'est pour dire qu'on peut adapter l'habitat. L'habitat, par exemple, sur pilotis, peut permettre une bonne solution. Vous avez parlé aussi, vous aviez l'air d'être un peu contre les tours. Construire en hauteur, ça a peut-être un avantage, ça évite de s'étaler. Ça permet peut-être de se protéger, parce que sous une tour, on peut avoir les premiers niveaux avec des pilotis qui laissent passer la mer s'il y a besoin. Donc ça ne contrarie très peu, finalement, le cycle naturel. Et les gens sont protégés au-dessus. Voilà. En fait, à quand, juste un petit mot pour vous répondre, à quand dans le deuxième projet, puisque ces maisons ne vont pas être, ces immeubles ne vont pas être construits sur la presqu'île, ils vont réfléchir à de l'habitat temporaire, donc sur pilotis, ou qui pourra être déconstruit. Donc un habitat qui durerait 30, 40 ans. Voilà. Donc c'est des solutions qui vont, dans 2 ou 3 ans, on saura s'ils mettent en œuvre ça. Et pour vous répondre, là j'ai des éléments plus précis sur ce qu'ont fait les Pays-Bas. C'est pas la meilleure solution. Oui, c'est après vue sur mer, pied dans le sable. Non, pour répondre à votre question de tout à l'heure sur l'adaptation, là j'ai les données plus précises pour les Pays-Bas. Et donc la liste d'installations, c'est digues, barrages anti-tempête et vannes, et aussi les 2 portes monumentales qui sont censées protéger Rotterdam. En fait, tous ces investissements leur permettent normalement de résister à une hausse de plusieurs mètres. En fait, c'est ce qu'a conclu le gouvernement après une étude de 5 ans, de dire qu'ils sont en capacité de résister moyennant des investissements massifs. Donc c'est vraiment des choix d'affectation des budgets et des budgets d'adaptation. Après, on a quand même cet aléa en fonction du nombre de degrés de réchauffement, la hausse ne sera pas la même, et donc on a des capacités d'anticipation qui sont avec une fourchette très large de quelles pourront être les conséquences du réchauffement. En fait, la lumière s'est rallumée très tôt, donc on avait encore pas mal de temps à passer ensemble. Mais si vous n'avez plus de questions, on peut aussi... Si. Oui, c'est pas une question, c'est plus une interrogation. C'est-à-dire que la mer monte, et globalement, sur l'ensemble, on va dire, de la côte Manche-Atlantique, elle va monter à peu près de la même façon. Et une carte qui a été publiée il y a quelques années, et qui a été mise à jour d'ailleurs récemment, montre les niveaux de prévision sur 2100 entre les différents pays européens. Et c'est très étonnant de voir l'hétérogénéité entre la France, qui prévoyait 60 cm, et l'Angleterre, qui était aux alentours d'1,50 m, et les Pays-Bas, qui prévoient 3 mètres. Et donc, comment on explique ? Donc, ce n'est pas simplement un niveau d'investissement politique, de savoir combien on va dépenser pour protéger quoi. C'est aussi un niveau de maturité ou de réflexion par rapport au long terme. Et on a l'impression que dans certains pays, la France en fait partie, on est plutôt globalement dans le déni. Alors, un déni mou, on ne va pas contester que ça monte parce que ça monte, mais on va dire c'est pas très grave, ça va pas beaucoup, ça va se contenter d'1 mètre. On verra plus tard si c'est plus. Donc sous-entendu, pas de panique à bord, c'est pas le Titanic, ne sautez pas tout de suite. Et des pays
qui ont l'habitude de gérer justement l'eau, parce qu'ils sont globalement en dessous du niveau de la mer, comme les Pays-Bas, eux prévoient carrément 3 mètres, voire 4 mètres dans leur plan aujourd'hui à 2100-2125, alors que globalement, sur le plan d'eau de cette partie de l'Atlantique et de la Manche, à long terme et en moyenne, l'élévation est la même, indépendamment des effets locaux d'augmentation dus à un estuaire, à un rétrécissement, autre chose. Mais le niveau global est le même. Et donc c'est très étonnant de voir, au niveau de l'Europe, qui était quand même un continent qui essaye de se coordonner et de parler scientifiquement de façon à peu près correcte et en communiquant, combien chacun des pays, finalement, s'appuie sur des chiffres très différents, et des chiffres très différents, en fait, qui ne sont pas forcément reliés aux véritables études scientifiques. Comme si, finalement, la France, d'un côté, disait nous, on dit que ça sera 65 cm, point, ce qui est le cas actuellement. Et quelque chose de très étonnant, vous citiez tout à l'heure, vient enfin d'être publié avec 6 mois de retard du fait de la dissolution de l'Assemblée nationale, le plan national de prévision d'aménagement au changement climatique. Et dans ce FNAC 3, qui est maintenant en enquête publique, d'ailleurs accessoirement vous pouvez y raisonner à partir d'hier en enquête publique, pour 5 semaines, 6 semaines seulement, jusqu'à mi-décembre, rien n'est dit sur la submersion. C'est très étonnant. Alors qu'elle est citée dans l'édito, on parle du recul du trait de côte, mais on ne dit rien de la submersion. Alors qu'effectivement, le trait de côte est quelque chose qui est visible, parce qu'on voit bien la falaise qui s'effondre, on voit l'immeuble à côté qui risque de tomber, vous avez cité lequel, etc. Mais on ne parle pas de la submersion, qui a effectivement, comme on le disait tout à l'heure, un effet beaucoup plus pervers, qui est de remonter des niveaux d'eau, et donc des inondations qui se font à la fois, si j'ose dire, par devant la mer qui monte, et par en dessous, l'eau qui monte du sol. Et dans ce PNAC 3, il n'y a rien, 0, 0, 0, sur la prévision à laquelle on peut raisonnablement travailler sur 2100-2125 sur la submersion marine. Tu as des éléments de réponse au regard de ton enquête sur ces différences d'un pays à l'autre ou... Non, pas du tout. Non, je ne sais pas en fait sur quelles études se basent les différents pays. C'est vrai que les études du GIEC, elles sont partagées mondialement, mais après peut-être que parfois chaque pays fait ses estimations. Je sais que ça dépend aussi évidemment de la hauteur, voilà, de la côte, enfin voilà, du niveau de la terre, mais je ne savais pas qu'il y avait des différences en fait d'estimation d'un pays à l'autre. Non, juste une réponse rapide, c'est pas une estimation, c'est que dans les prévisions du GIEC, il y a plusieurs scénarios. Oui, chacun choisit. C'est ça. Et divers scénarios qui dépendent eux-mêmes de différents autres scénarios, donc c'est une combinaison quand même assez compliquée. Il y a des pays qui choisissent une sorte de moyenne basse, comme la France, en se disant « Don't worry, jusqu'ici tout va à peu près bien », et des pays plus précautionneux qui prennent des hypothèses plus hautes, toujours issues effectivement du GIEC. Mais les uns choisissent l'hypothèse basse, la France, les autres choisissent des hypothèses plutôt hautes, comme les Pays-Bas. Oui, vous avez raison. Ouais. Moi, j'émettrais une hypothèse, mais qui est fondée sur pas grand-chose, mais qui est celle de voir ce qui est entendable d'un point de vue budgétaire et quelle est l'hypothèse qu'on peut retenir pour avoir des choses qui soient entendables en termes de niveau d'investissement pour l'adaptation, parce que tout ça, on l'a vu dans les montants affichés, coûte très cher, et peut-être que si on fait des projections pessimistes à plus de 4 mètres, on crée la panique chez... Mais c'est vraiment une simple hypothèse. Parce qu'à chaque fois, on en parlait tout à l'heure, c'est des enjeux d'assurance, c'est des enjeux de budget. Là, on le voit dans le plan d'adaptation. En gros, combien de zéros on met, quel chiffre on met face au budget consacré au recul du trait de côte. Et peut-être que si l'hypothèse de submersion n'est pas prévue, c'est parce que les montants à mettre en face sont conséquents, non ? C'est peut-être pas la bonne hypothèse. Mais... Si c'était ça, ça serait au moins logique et objectif, à défaut d'être pas ça. Sinon, c'est une explication liée à l'optimisme français. En tout cas, juste pour compléter sur la question de l'assurance, ça pousse certaines collectivités à agir. À Quiberville, par exemple, en Seine-Maritime, là où je vous ai expliqué la situation du camping, en fait, si le maire a décidé avec les autres élus de le délocaliser, c'est parce que l'assurance disait qu'elle n'assurerait plus une submersion du camping, ce qui s'était déjà produit 3-4 fois au cours des 30 dernières années.
Donc c'est face au coût économique pour un territoire qu'on décide parfois de bouger, de renaturer, comme disent les géographes. Si je peux me permettre, partager mon expérience, moi je travaille sur les inondations par remontée de nappe. Donc on utilise la remontée du niveau de la mer, mais c'est pas, c'est un peu adjacent, enfin même très adjacent à votre travail, enfin à l'étude. Et dans nos rencontres avec tous les élus, pour l'instant en fait on a rencontré que les élus. D'ailleurs on n'a pas encore parlé à la population. C'est peut-être un peu un spoiler. Mais je sais que nous, l'étude du GIEC qu'on prend est sur la prédiction les plus hautes en termes d'émissions et ce genre, mais par contre ne prend pas en compte la fonte des glaces qui joue un gros impact et donc fait vraiment largement augmenter cette remontée des eaux. Et c'est là où on peut jouer des différences de plusieurs mètres, justement. Et que, en tout cas, c'est vraiment les mêmes sites. Moi, j'étais à Caen, à Agon et tout ça. Et en face, moi, ce que j'ai beaucoup vu, c'est déjà, pour le coup, parce qu'on n'a pas été que dans des sites où ils font déjà quelque chose. Et on a déjà beaucoup de mal à faire accepter la réalité que dans certains endroits, oui, ça va augmenter. Il y a des impacts. Même si on voit, par exemple, le recul du trait de côte, comme nous, on parle d'une remontée de nappe, qui est un élément plutôt invisible, personne ne les voit, ce qui se passe sous ses pieds. C'est déjà très compliqué. Et donc, je sais qu'on a pris le choix, dans notre étude, de ne pas inclure la fonte des glaces et de se contenter seulement de cette remontée avec les pires scénarios du GIEC, mais pas la fonte. Parce que déjà, en fait, c'est déjà assez compliqué à faire entendre, à avoir cet échange et ce discours. Voilà, c'est pour mon expérience en Normandie, cette différence, elle vient de là, par exemple, par rapport aux Pays-Bas, où effectivement, ça fait des années et des années qu'ils parlent de cette remontée. Oui, en fait, c'est... C'est qu'est-ce qui est audible ou pas, parce qu'en fait dans les chiffres qui sont donnés dans cette enquête, il y a des choses qui sont assez vertigineuses sur la perte. On parlait de, si on se projette en 2050 à l'échelle nationale, on perdrait 8000 hectares, 5200 logements, 2000 maisons secondaires du fait de l'érosion côtière, et ça c'est difficile à entendre aujourd'hui, c'est difficile à projeter. J'ai aussi noté 30 km² potentiellement. Si on rajoute 50 ans, si on bascule en 2100, alors on est sur 506 200 hectares, 450 000 logements, 100 000 maisons secondaires. Là, on est sur des conséquences qu'aucun élu aujourd'hui, je pense, ne peut appréhender du fait de l'ampleur. Donc, peut-être pour rebondir sur ce que vous dites, il y a qu'est-ce qu'on est capable d'appréhender en fonction de ce qu'on est capable de prendre comme mesure derrière. Et quand les chiffres sont aussi importants que ceci, ça crée potentiellement des stratégies de déni. Bon. Après, c'est plus des psychologues qui s'intéressent à l'éco-anxiété qui peuvent nous expliquer les mécanismes qui sont les nôtres et ceux des élus face à ces chiffres-là. Mais je ne sais pas si ça résonne avec ce que tu peux voir. Si, ça me fait penser toujours à Quiberville. Là, il y a cette route digue qui barrait donc la mer, et il y avait le camping juste derrière. Donc le camping a été bougé. La route, elle va devenir un pont sur une dizaine de mètres. Et à la fin de l'interview avec les élus locaux, ils me disent on a fait ça pour les générations futures, mais en fait, on pense qu'un jour, il faudra faire sauter la route, en fait. Donc, ils sont bien conscients que c'est un premier pas, que ça ne suffira pas, mais que si on enlevait cette route dès maintenant, évidemment, la petite ville de Quiberville, là, elle va énormément souffrir de la diminution du tourisme pour son économie, parce que là, ça fait la route du littoral qui passait ici. Et donc on voit comment cette action publique, c'est déjà un progrès, mais ça va peut-être pas être suffisant pour les 50 prochaines années, quoi. Et tout le monde en est bien conscient.
Mais il faut y aller petit à petit pour aussi voilà, que la transition se fasse sans grosse perte pour la majorité. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou questions? Oui, bonjour. C'était plus une information à vous faire partager. J'ai assisté la semaine dernière, je crois, il y a 10 jours, à une conférence qui s'appelait « Quand la mer monte ». C'était à Carnot, dans le Finistère, à l'occasion d'une exposition qui, je crois, se termine ce week-end. Donc, si vous voulez aller la voir, je crois qu'elle est encore visible jusqu'à demain soir. Et c'était une exposition, une conférence organisée par des étudiants de la fac de Brest, d'un master alors, qui s'appelle EGEL, mais je ne sais plus ce que ça signifie, études géographiques du littoral. Enfin, voilà. Donc, bon, ça me rejoignait un peu ce que disait monsieur qui était géologue. Enfin, en fait, pendant 4 ans, ils vont monter un projet qui démarre cette année, qui s'appelle Géométis. Et là, c'est un peu rejoindre et qui va regrouper en fait des géographes, géologues, non, plutôt archéologues, et aussi des ethnologues. Et c'est essayer de relier un petit peu les légendes qui concernent toutes les cités, enfin englouties, alors principalement en Bretagne, mais pas que, parce qu'il y a également il y avait un chercheur, un prof anglais qui travaille en Australie et qui a recensé un peu toutes les légendes qui pouvaient signifier qu'à un moment... Enfin, en fait, c'est faire le lien et savoir si ces légendes ont un fond de vérité, partent d'un fond de vérité, de submersions qui se sont passées également. Donc là, plutôt, il y a, je ne sais pas, les années 20 000 ans, c'est peut-être pas aussi ancien que... Mais voilà, je trouvais que c'était assez passionnant comme projet parce que ça regroupe plein de différents aspects, différents points de vue. Voilà, ils disent, on ne sait pas si on va démontrer quelque chose à la fin, on ne nous demande pas de démontrer que la ville 10 a existé, mais voilà, toutes ces recherches menées par différents corps de métiers, et à la fois donc, les ethnologues qui s'intéressent aux légendes et aux contes, et qui sont des contes en fait, qu'on retrouve dans le monde entier, donc bon, ça peut effectivement... Ouais, voilà. C'est intéressant. C'est vrai que nous, avec notre approche enquête journalistique, le côté imaginaire et récit autour d'un phénomène qui peut bousculer les imaginaires tels que la montée des eaux, on ne l'a pas du tout. Donc ça peut être un bon aspect complémentaire de voir quelles sont les histoires qu'on se raconte collectivement autour de ces phénomènes-là. Ouais, c'est intéressant. Merci pour cette préconisation. Il y a encore 2 questions. Oui, monsieur. Oui, je voulais illustrer la problématique qui avait été évoquée tout à fait au début par des exemples locaux. Laisser entrer la mer, ça s'est fait, ça se fait dans le coin. Il y a notamment l'exemple du polder de Ploubalay, de l'autre côté de la Rance, où la digue qui avait été construite pour poldériser justement a subi des dégâts, et où il a été choisi depuis maintenant 3 ans de ne rien faire, donc de laisser entrer la mer. Donc une expérience à suivre pour les locaux. Peut s'intéresser localement à cette problématique. De notre côté de la Rance, sur Saint-Malo, on a la problématique aussi de la plage du Guesclin. Pour ceux qui connaissent le lieu où est construit le fort du Guesclin, où habitait Léo Ferré, cette plage du Guesclin, qui a servi à une époque d'ailleurs, le sable a servi à construire le barrage. Cette plage du Guesclin est actuellement l'objet d'un projet de réaménagement pour laisser entrer la mer. Actuellement, la route qui longe cette plage est ensablée 10 fois, 15 fois, 20 fois par an. Et donc, il y a cette problématique. Évidemment, ça pose des soucis touristiques. Pour l'instant, ça ne gênerait qu'un parking, le parking qui est en bordure de plage. Mais donc, les élus de Saint-Coulon, de la région de Saint-Coulon, se posent des questions. Mais cette problématique, elle est aussi locale. Puis moi, je voulais revenir un petit peu sur la problématique normande aussi, avec une question, notamment sur le Cotentin. Le Cotentin, tout le monde sait maintenant que c'est un des lieux les plus nucléarisés. Je sais que la revue dessinée avait déjà, il y a quelques années, fait une enquête sur Bure et sur l'enterrement des déchets à Bure. Est-ce que parmi ceux qui ont, dans l'enquête sur le Cotentin, vous avez été confrontés à cette problématique? Vous avez eu des témoignages, notamment quand on continue à construire, soit à La Hague, soit à Flamanville, soit ailleurs, des centrales nucléaires ou des prochaines centrales nucléaires au même niveau, là où il y en a déjà,
là où il y a déjà des risques d'inondation, on peut penser aussi à la Seine-Maritime, où le prochain EPR de Penly est situé en zone inondable aussi. Est-ce que, lors de votre enquête, vous avez écouté ce sujet a été abordé, ou peut-être un futur sujet pour la revue dessinée? Oui, non, de notre côté, on n'a pas fait le lien entre les deux parce qu'on traite du nucléaire par ailleurs sur un autre sujet en préparation, mais voilà, en effet, ça peut être intéressant de voir aussi comment on prévoit de gérer ces risques, notamment avec la construction des nouveaux petits EPR en Seine-Maritime. Voilà. Et clairement, c'est un potentiel sujet pour la revue dessinée. À ce stade, on n'a pas suffisamment enquêté pour avoir des réponses consistantes. Donc, peut-être qu'on se retrouvera ici dans 1 an ou 2 pour parler de cette question-là et d'autres questions liées au changement de volume d'eau et au nucléaire. Il y a plein de questions qui se posent, même hors trait de côte, hors littoral, sur les questions des rivières. Mais voilà, on préfère enquêter d'abord. Bonjour, une petite question par rapport au début de votre conférence où vous disiez qu'il y avait des endroits en France où le déni était plus ou moins poussé. Moi, je suis toulonnais, donc je me posais la question par rapport côté Méditerranée. Et pour témoigner, on dirait qu'à côté de Toulon, par exemple, il y a Sanary, une ville assez touristique, où je suis repassé, du coup j'habite à côté, donc je suis repassé cet été. Et en fait, l'eau est déjà on va dire, à ras-bord quasiment depuis un certain temps. Et cet été, le quai a été remonté de 50 cm au niveau de la ville, ce qui fait que l'eau est un tout petit peu descendue, mais on voit bien que voilà, on est quand même pas très loin. Donc je me posais la question par rapport si vous avez quelques infos par rapport là-bas, ici ça fait partie des zones où le déni est assez présent. Non, on n'a pas enquêté sur la Méditerranée. Le dézoom nous a amené un peu plus loin sur les côtes atlantiques, mais c'est là aussi potentiellement un prochain sujet pour la revue dessinée. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages ou d'autres éclairages locaux qui nous permettraient de compléter notre carte de France des risques de submersion et des adaptations possibles? Sinon, je peux vous inviter à retrouver Jean et Simon aussi. Tu es en dédicace avec Jean? Si. Sur le stand de la revue dessinée, donc dès 04, dès midi, le temps de prendre une pause. Et puis, merci beaucoup pour votre attention. Et merci beaucoup et un grand bravo à Bess qui... qui a rendu ce moment bien plus joyeux qu'il ne l'aurait été sans elle. Très bonne fin de journée. Merci.